Une histoire de la science-fiction. Le sujet est vaste, presque aussi vaste que l'univers, au moins aussi vaste que l'imagination débordante de certains de ses auteurs. Parce qu'il serait absurde de prétendre traiter ce thème de façon objective et exhaustive, je prends le parti de ne pas vous raconter l'histoire de la science-fiction, mais plutôt une histoire de la science-fiction avec ce qu'elle comporte d'inexactitudes, de parti pris et d'oubli, mon histoire en sorte. Alors, si l'histoire s'intéresse au passé et la science-fiction au futur, une histoire de la science-fiction semble au premier abord un joli oxymore. Et pourtant, je prétends qu'aucun genre littéraire, pas même l'essai, n'est plus impliqué dans son temps, dans les préoccupations de ses contemporains et ne reflète mieux les enjeux politiques que la science-fiction. Nous verrons que le futur bien souvent se dérobe sous les pas de ceux qui prétendent le prédire, mais qu'en revanche, s'il y a bien un aspect sur lequel la science-fiction ne se trompe pas, c'est pour éclairer les préoccupations de ceux qui tiennent la plume et de ceux qui tournent la page. Mais ne croyez pas que nous parlerons ici uniquement de littérature, car la science-fiction, c'est aussi du cinéma, et du grand cinéma, qu'il me suffise de parler de Star Trek, Star Wars, Matrix, Hunger Games, Divergente, et je sens que déjà, vous reprenez le train en marche. Dans cette partie, nous parlerons du rapport que la science-fiction entretient avec la conquête spatiale. L'espace, les vaisseaux spatiaux, les planètes, les extraterrestres, c'est de ça dont il sera question aujourd'hui. Puis, dans le second épisode de ce hors-sujet consacré à la SF, nous parlerons des robots et de l'épineuse question du libre arbitre qui est omniprésente dès qu'il s'agit de robots. Je remercie au passage l'Orchestre d'harmonie Barral, La Crouzette et Veillerock Courbin, dont j'ai l'honneur de faire partie et dont la musique nous portera lors de ce deuxième hors-sujet consacré à la science-fiction. La conquête spatiale voit le jour dans le contexte de la guerre froide, qui opposa l'URSS et ses alliés, en orange ici, aux États-Unis et à ses alliés en bleu et bleu ciel. À cette époque, tout était prétexte à prouver la suprématie d'un camp, le capitalisme pour les États-Unis ou le communisme pour l'URSS. Pour cela, ils mobilisaient le sport, la culture, l'économie, mais aussi la maîtrise de l'espace qui illustrait finalement la puissance technologique et qui n'était pas sans arrière-pensée d'ordre militaire. La période de la guerre froide est aussi marquée par ce que l'on appelle l'équilibre de la terreur. C'est-à-dire que très vite, les deux camps possédant l'arme atomique, ils comprennent qu'ils n'ont aucun intérêt à ce qu'un conflit éclate et qu'une guerre opposant directement les États-Unis à l'URSS risquerait de faire uniquement deux perdants. Cette peur d'une troisième guerre mondiale et de l'holocauste nucléaire est omniprésente. Certes, des écrivains comme Albert Camus, dès le lendemain du bombardement d'Hiroshima et de Nagasaki, avaient condamné l'usage militaire du nucléaire, mais finalement, cette idée d'une terre qui serait dévastée par des bombardements nucléaires est vraiment un leitmotiv, un refrain que l'on retrouve dans la majorité des ouvrages de science-fiction de cette époque. C'est souvent d'ailleurs la destruction de la planète Terre à cause de l'arme nucléaire qui justifie le fait que les humains soient partis à la conquête de nouvelles planètes dans l'espace. Alors, cela vous surprendra peut-être, mais le camp qui avait une nette avance dans la conquête spatiale était de loin le camp soviétique. En effet, c'est eux qui furent les premiers à envoyer un satellite dans l'espace, avec Sputnik par exemple en 1957. Alors l'idée n'était pas incroyable, c'était juste envoyer quelque chose dans l'espace qui enverrait un bip, bip, bip que l'on pourrait recevoir de la Terre. C'est chose faite dès 1957. Ensuite, ce sont aussi eux les premiers à envoyer des êtres vivants dans l'espace. Tout d'abord des souris et puis ensuite une chienne, la chienne Laika. L'idée étant de prouver que un organisme vivant pouvait survivre dans l'espace. Alors ce qui est assez terrible pour cette pauvre chienne Laika, c'est que la propagande soviétique
a présenté finalement cette expédition comme un succès et que évidemment Laika avait survécu, etc. Et en fait, il y a eu un problème d'imperméabilité au niveau de l'habitat de Laika et la pauvre chienne est morte étouffée par la chaleur dégagée par les réacteurs. Et en fait, ils ont juste remplacé Laika par une autre chienne qui lui était très semblable pour faire croire que l'animal avait survécu. Mais donc effectivement, si les soviétiques ont été les premiers à envoyer une chienne dans l'espace et à soi-disant dire qu'elle avait survécu, eh bien en fait non, Laika est morte, la pauvre, du fait de petits problèmes techniques. Mais là aussi, on voit que le but de la propagande étant de se placer comme les meilleurs, comme on avance par rapport à l'autre camp, eh bien tout ce qui pourrait être négatif va être mis sous silence. Alors, un satellite dans l'espace, un être vivant dans l'espace, les soviétiques sont aussi les premiers à envoyer un être humain dans l'espace. Et lui, il a survécu. Il s'agit de Yuri Gagarin, qui en 1961 est le premier humain à être allé dans l'espace et en être revenu. Alors Yuri Gagarin était une grande célébrité en URSS, mais bon, cette célébrité lui a pas très bien réussi parce que du coup, il s'est mis à collectionner les conquêtes féminines, à boire un petit peu trop de vodka, et il s'est tué finalement dans un crash d'avion. Voilà, donc pour le premier astronaute à être allé dans l'espace, c'est pas très classe de mourir d'un accident d'avion, avion qu'il conduisait lui-même d'ailleurs, hein, qu'il pilotait lui-même. Bon, donc on voit là que dans les années 50 et au début des années 60, les soviétiques ont une nette avance et il est prouvé surtout que les humains peuvent survivre dans l'espace. L'objectif désormais est maintenant d'atteindre la Lune. Alors, il y a un programme intitulé Luna qui est lancé par les soviétiques et effectivement ce programme-là arrive à devancer un petit peu les Américains parce que les soviétiques sont aussi les premiers à lancer une sonde sur la Lune en 1966. Sauf que l'objectif des Américains est tout autre. Il n'est pas seulement d'envoyer une sonde, il est d'envoyer des astronautes, de marcher sur la Lune et ensuite de les faire revenir sur Terre. Alors c'est un projet qui a duré quasiment une décennie. Parce que le 12 septembre 1962, le président John Fitzgerald Kennedy prononce un célèbre discours intitulé We choose to go to the moon, c'est-à-dire nous avons choisi d'aller sur la Lune, où il promet qu'un Américain marchera d'ici la fin de la décennie sur la Lune. Eh bien, c'est chose faite in extremis, puisque le 21 juillet 1969, la mission Apollo 11 pose 3 astronautes sur la Lune avec cette célèbre phrase de Neil Armstrong disant « C'est un petit pas pour l'homme, mais un grand pas pour l'humanité ». Avec cette idée finalement que ce que font les États-Unis, ils le font en leur nom, mais ils le font aussi au nom de l'humanité. Mais regardez quel est le drapeau qui est posé sur la Lune, c'est bien le drapeau des États-Unis. Donc il y a quand même une dimension de propagande très forte derrière. Ce qui est aussi visible à travers finalement l'emblème de cette mission, où on voit la Lune, la Terre, et c'est bien l'aigle, symbole des États-Unis, qui vient porter une branche d'olivier, symbole de paix, sur cette Lune. Donc finalement, cette histoire de la conquête spatiale, on peut un peu la résumer en une fable du lièvre et de la tortue inversée. Dans le lièvre et la tortue de La Fontaine, le lièvre prend son temps, sprint à la fin, mais arrive quand même derrière la tortue. Là, c'est l'inverse, c'est-à-dire que les États-Unis sont le lièvre, ils se font distancer au début, et finalement, en accélérant, en mettant des budgets énormes dans la NASA à partir de 1962, ils parviennent à doubler les soviétiques et à asseoir durablement leur prestige, à apparaître comme la première puissance spatiale, puisque à ce jour, les États-Unis sont le seul pays à être parvenu à envoyer des hommes sur la Lune. Alors, après la décennie 1960, la conquête spatiale connaît un coup d'arrêt. L'étape suivante, consistant à coloniser Mars d'ici la fin du siècle, semble à portée de main, mais finalement, les crises économiques de 1970 provoquent l'abandon des projets spatiaux les plus ambitieux, et du coup, on a là l'émergence d'une collaboration internationale, à travers notamment la création de la Station spatiale internationale,
qui permet une coopération des principales puissances, mais qui a un budget beaucoup plus faible que ce que les soviétiques ou les États-Unis ont pu investir dans leurs projets spatiaux respectifs. Une preuve que cette station spatiale internationale finalement a un problème de financement, c'est qu'aujourd'hui, il est prévu d'y envoyer des touristes qui y passeraient des nuits. Alors c'est du tourisme de luxe, évidemment, mais l'idée c'est de renflouer par tous les moyens finalement cette station spatiale internationale et trouver l'argent où il se trouve, y compris dans les personnes privées. Que c'est finalement peut-être des milliardaires qui sont en train de remplacer les États au niveau de la conquête spatiale. C'est ce que l'on va voir tout à l'heure. Alors on peut aussi citer les puissances émergentes, notamment la Chine et l'Inde, qui ont construit aussi des projets spatiaux à des buts de propagande. Leur but, c'est de montrer que ce sont des puissances avec lesquelles il va falloir compter, notamment la Chine. Et d'ailleurs, la Chine ambitionne d'envoyer des humains sur la Lune d'ici 2030 et aussi de prélever des échantillons sur Mars. Donc il est possible que dans les décennies à venir, la Chine cherche à apparaître comme la nouvelle principale puissance spatiale. Alors ça, c'est au niveau des États. Mais il y a aussi des projets privés comme SpaceX d'Elon Musk, Virgin Galactic de Richard Branson ou Blue Origin de Jeff Bezos, que vous voyez sur votre droite, qui est le propriétaire d'Amazon et au passage l'homme le plus riche du monde, qui sont finalement des projets plus ambitieux que les projets lancés par les États. Et ça montre finalement que peut-être à ce jour, certains individus sont capables de lever plus de fonds que les États. Alors, laissons là maintenant l'histoire et voyons comment les romans, les films et les jeux vidéo de science-fiction imaginèrent l'espace. Alors, je tiens à vous préciser qu'à chaque fois que, pour le besoin d'une démonstration, je dévoilerai l'intrigue d'un film ou d'un livre, le petit rectangle rouge spoiler alert s'affichera et vous pourrez du coup sauter ces quelques secondes de vidéo pour ne pas vous gâcher le plaisir. Alors, on ne traitera pas ici de ce que j'appelle les grands-pères de la science-fiction, tels que Cyrano de Bergerac, que vous avez probablement connu à travers la pièce qui s'inspire très librement de sa vie d'Edmond Rostand. Mais Cyrano de Bergerac était un écrivain du XVIIe siècle et avait écrit deux ouvrages que l'on peut considérer comme des ouvrages de science-fiction, traitant des États et empires de la Lune et du Soleil. Il y a aussi, plus célèbre encore, le fameux Jules Verne, qui au XIXe siècle, finalement, anticipa un grand nombre d'inventions des siècles futurs. Je pense à son ouvrage De la Terre à la Lune, qui invente ou qui imagine ce que pourraient être les fusées, 20 000 lieues sous la mer, où là, il imagine finalement les sous-marins, ou encore Robur le Conquérant, où là, il traite des zeppelins. Vous savez, c'est plus léger que l'air, c'est-à-dire c'est outils de transport aérien qui volent grâce à l'hélium, parce qu'il y avait au tout début de l'aviation finalement une sorte d'opposition entre les plus légers que l'air, c'est-à-dire les ballons dirigeables, et les plus lourds que l'air, les avions, même si Jules Verne avait une petite préférence pour les plus lourds que l'air. Et d'ailleurs la suite lui donna raison. Donc, nous n'allons pas parler de ces auteurs-là, nous allons parler essentiellement des auteurs du XXe siècle et de ceux que moi je qualifie être les trois pères de la science-fiction qui ont la particularité d'être nés la même année, c'est-à-dire en 1920. Il s'agit de Frank Herbert, Ray Bradbury et Isaac Asimov, dont voilà, nous célébrons cette année le centenaire de la naissance. Alors, Frank Herbert, tout d'abord. Lui, on va dire que parmi les trois, c'est l'imaginatif. Celui qui a écrit un cycle assez gigantesque intitulé Dune. Alors, vous voyez, je l'ai là. Hein. C'est quand même assez massif. Il comprend 6 tomes, même si souvent, dans les versions françaises, le tome 1 est lui-même divisé en deux.
Donc ça fait 7 bons livres à lire, donc il ne faut pas être pressé. Et en fait, Frank Herbert imagine une planète désertique, où il y a très peu d'eau, d'où ce nom de dune, hein, parce que c'est une planète faite quasi exclusivement que de dunes de sable, où il y aurait une épice très rare qui ne peut être produite que sur cette planète, et qui du coup est au centre des convoitises de l'empereur, des barons, des familles puissantes, de la guilde commerciale, etc. Voilà. Et on voit que là, finalement, il y a des enjeux géopolitiques assez bien travaillés derrière. Et ce qui est intéressant aussi chez Frank Herbert, c'est qu'il y a un mélange de futurisme et en même temps de médiévisme. C'est-à-dire qu'ils se battent avec des épées, alors c'est des boucliers énergétiques, mais ça reste des boucliers. Et il puise son inspiration un petit peu dans la Grèce antique, c'est-à-dire que le héros appartient à la famille des Atérides, ça fait penser à la famille des Atrides. La famille des Atrides, c'est la famille d'Agamemnon, hein, dans la guerre de Troie, ceux qui sont à l'origine de la guerre de Troie. Et aussi, Frank Herbert va puiser dans le monde islamique pour récupérer un certain nombre de mots, et ça me semble très approprié parce que le monde musulman prend ses racines dans le désert d'Arabie, et donc il était intéressant de s'en inspirer finalement dans son œuvre, et c'est ce que fait Frank Herbert de façon assez indirecte, mais ouais, il y a le mot charia qui est réutilisé, voilà, il y a beaucoup de termes ainsi réemployés. Alors le cycle de Dune, il a mis près de 20 ans pour l'écrire. Donc nous avons la chance de le découvrir comme ça et de pouvoir le lire dans son intégralité. Mais Frank Herbert a mis près de 20 ans pour construire ce cycle. Et son fils l'a poursuivi ensuite en écrivant d'autres tomes, en se basant sur des notes laissées par son père. Voilà, moi je considère que le cycle de Dune, ce sont uniquement ces 6 œuvres écrites par Frank Herbert. Et après, sont plutôt des hommages, parce que ce n'est pas Frank Herbert en soi l'auteur. Alors ce qui est assez amusant, c'est que ce monde de Dune, il est habité par des créatures très dangereuses, les vers des sables, qui a peut-être inspiré le gros ver de Star Wars, mais qui a inspiré aussi ces vers qui vous mangent quand vous êtes à Mario Kart. Enfin moi ça me fait penser à ça, ces vers qu'il ne faut absolument pas toucher, sinon vous avez une pénalité de temps. Donc on voit que voilà, on est là chez les pères de la science-fiction qui ont construit un imaginaire qui a eu énormément d'influence. On peut aussi penser à Tatooine, la planète d'où est originaire Anakin Skywalker, que l'on découvre dans l'épisode 1 de Star Wars, et qui quand même fait beaucoup penser à l'univers de Dune. D'ailleurs, George Lucas s'est beaucoup inspiré de Dune dans sa saga Star Wars. Alors, vous allez me dire, oui, moi j'ai pas trop envie de lire les 3000 pages de romans de Dune. Pas de souci, il y a un film. Alors un film qui a été assez mal reçu par la critique de David Lynch. Pourtant, David Lynch est un très grand réalisateur, mais on va dire que son film Dune a fait un flop. Il y avait eu aussi un projet de Jodorowsky, mais qui n'a pas abouti, ce qui a construit finalement une légende de romans inadaptables en film pour Dune. Et alors, Denis Villeneuve a relevé le défi, et normalement un film Dune devrait sortir à la fin de l'année 2020. Alors la date a été un peu déplacée à cause de la Covid-19, mais normalement pour le 23 décembre 2020, il devrait y avoir ce film Dune que j'attends avec impatience, qui comporte un casting assez impressionnant, et Hans Zimmer pour la bande son. Donc ça promet d'être quand même assez spectaculaire. Alors le deuxième auteur, peut-être un peu moins imaginatif que Herbert, mais plus littéraire, on va dire, c'est Ray Bradbury. Alors lui, il est auteur de deux œuvres, les Chroniques martiennes, qu'il a écrit de 1945 à 1950, et Fahrenheit 451 en 1953. Fahrenheit 451, c'est vraiment l'œuvre la plus connue de Ray Bradbury, et il est fréquent d'ailleurs que ce livre soit lu en classe de lycée. Alors, ce qui est amusant avec les Chroniques martiennes, c'est que Ray Bradbury donc écrit des nouvelles qu'il publie dans les journaux, un petit peu à l'image finalement des auteurs du 19e siècle. Hein. Il faut bien penser que Flaubert, beaucoup de ses romans en fait étaient publiés nouvelle par nouvelle dans les journaux. Et bien c'est pareil pour Ray Bradbury. Donc il imagine finalement la colonisation de Mars par des terriens. Donc chaque nouvelle
développe de nouveaux personnages. C'est ça qui est un petit peu frustrant quand on le lit comme un roman, c'est qu'on passe d'un personnage à l'autre. Mais ce qui est amusant, c'est que lui, il imagine finalement que la colonisation de Mars débute dès 1999. Tout ça pour vous dire comment finalement, dans les années 40 et les années 50, on pense que la conquête spatiale va aller très vite. Et donc du coup, quand il arrive en 1997, il voit bien que ce n'est pas possible que Mars soit colonisé dans seulement 2 ans, et donc il a déplacé. Donc dans les anciennes éditions, finalement, son histoire se passe de 1999 à 2026, alors que dans les nouvelles éditions, elle se passe de 2030 à 2057. Vous voyez, 2030, il est fort probable qu'en 2030, la colonisation de Mars n'ait toujours pas commencé. Et donc, on voit là une sorte d'optimisme porté par les auteurs de science-fiction. Et Fahrenheit 451, c'est assez intéressant parce que là, c'est vraiment un roman plus littéraire. Ça se passe sur Terre, dans une sorte de dictature qui souhaite détruire toute trace de livre. Et pourquoi ce titre, Fahrenheit 451? Eh bien, dans la mesure de température des Américains, ils n'utilisent pas les degrés Celsius comme nous, mais les Fahrenheit, et donc cette température correspond à 232,8 degrés Celsius, donc c'est quand même très chaud, et en fait c'est la température d'auto-inflammation du papier. Et pourquoi? Eh bien parce qu'en fait, c'est un livre qui raconte comment un État souhaite détruire toute trace de livre pour mieux contrôler le savoir, et comment des résistants finalement cherchent à cacher des œuvres littéraires. Cette œuvre fait beaucoup penser à un autre chef-d'œuvre de la science-fiction, Le meilleur des mondes de Aldous Huxley, écrit un petit peu avant, où là aussi il est question de régimes totalitaires qui cherchent à détruire la culture, à détruire les livres, et comment finalement il est important de les sauver. Donc si Herbert est l'imaginatif, si Bradbury, à travers les Chroniques martiennes et Fahrenheit 451, est plutôt le littéraire, eh bien il reste le scientifique, Isaac Asimov. Alors on doit à Isaac Asimov 3 grands cycles, très denses aussi, qui occupent chacun des milliers de pages. Alors moi j'en ai lu 2, j'ai lu le cycle des robots et le cycle de fondation. Alors dans le cycle des robots, que je vous montre là, en fait il construit les 3 lois de la robotique. C'est-à-dire, un robot ne peut pas attaquer un humain, ni le laisser être en danger. Deuxième loi, un robot doit obéir aux ordres d'un être humain, sauf si cela contredit la première loi. Et enfin, un robot doit protéger son existence si cela respecte les 2 premières lois. Alors c'est intéressant parce que finalement dans ce livre, le cycle des robots, qui se situe sur un espace de temps très large, les personnages changent, qu'il meurt, mais par contre, le personnage auquel on s'attache le plus, ce n'est pas un humain, mais c'est un robot que l'on retrouve dans la majorité des nouvelles. Et c'est vrai qu'Asimov fait preuve de beaucoup d'imagination, mais aussi il fait preuve de beaucoup de sérieux pour essayer de rendre son propos le plus réaliste possible. Donc on y apprend pas mal de choses finalement sur les lois physiques, biologiques, enfin voilà, on y apprend beaucoup de choses. C'est une science-fiction qui se veut quand même assez réaliste. Alors je ne vais pas plus loin pour parler du cycle des robots, qui a d'ailleurs été été réutilisé dans le film iRobot, où Will Smith tient le premier rôle, parce que bien le second épisode de cet hors-sujet consacré à l'histoire de la science-fiction traitera uniquement des robots et du libre arbitre. Donc on en reparlera largement. Alors la deuxième grande idée de Isaac Asimov qu'il développe dans Fondation, c'est la psychohistoire. Cette idée que finalement on pourrait prédire l'avenir en étudiant, en faisant en quelque sorte de la psychologie sociale, la psychologie des foules. On voit est-ce qu'il y a des comportements qui pourraient être déterminés à l'avance. Et en fait, le cycle de Fondation, c'est l'histoire d'un empire qui est sur le point de s'effondrer, et un savant qui prédit l'effondrement de cet empire et qui construit sur une toute petite planète isolée une colonie dans laquelle il dit voilà, à telle année vous ouvrirez tel message, à telle année vous ouvrirez tel autre message, pour essayer de les guider à nouveau vers une réappropriation, en quelque sorte, une reconstruction de la civilisation. Donc voilà, c'est un ouvrage gigantesque, hein, le cycle de Fondation, mais très agréable à lire, et qui en plus va être adapté l'année prochaine en série par Apple TV,
Et là, le casting a l'air aussi impressionnant et il semblerait que ce soit quand même une bonne série en perspective. Alors, on le voit, hein, Herbert, Asimov, Bradbury, certes, ils sont tous les trois nés en 1920, mais ils ont un autre point commun, c'est qu'ils ont tous vécu aux États-Unis. Alors certes, Isaac Asimov est un juif d'origine russe, mais en fait, ses parents ont émigré aux États-Unis alors qu'il était très jeune, et donc ces trois auteurs sont des auteurs que l'on peut qualifier d'États-Uniens. Ils ont passé leur vie aux États-Unis, et ça illustre l'importante domination, qui est toujours actuelle d'ailleurs, hein, des auteurs anglo-saxons dans ce genre. Alors ça ne veut pas dire que les Français sont complètement oubliés, hein. Il y a par exemple René Barjavel, qui dès le lendemain de la Seconde Guerre mondiale arrive quand même à s'afficher comme un grand auteur de science-fiction. Et aujourd'hui, je pense aussi par exemple à Alain Damasio, dont je vous parlerai dans le prochain épisode. Un sous-genre de la science-fiction dont il sera largement question aujourd'hui se nomme le space opera. Popularisé par des franchises aussi célèbres que Star Wars ou Star Trek, ce genre se caractérise par des univers très vastes, faisant intervenir un grand nombre d'espèces intelligentes qui évoluent dans un cadre géopolitique complexe. C'est l'occasion de croiser des mondes avec des faunes et des flores variées et de stimuler notre imagination. Enfin, quand je dis complexe, cela dépend du talent des scénaristes. Parce que franchement, la vision ultra manichéenne et méga simpliste de Star Wars, consistant à rassembler tous les problèmes de la galaxie en une grosse histoire de famille, j'avoue qu'après 9 épisodes, je n'arrive toujours pas à m'y faire. Alors justement, tant qu'on parle de Star Wars, parlons de la vision politique développée dans Star Wars et attention aux spoilers, je vais dévoiler une grande partie de l'intrigue. Donc Star Wars montre dans sa première trilogie comment on peut passer finalement d'une république corrompue et instable à un empire qui étend sa toile sur les 6 épisodes suivants. Et en cela, ça rappelle l'itinéraire politique suivi par Rome, qui passe de la République à l'Empire, ou encore par la France révolutionnaire qui, à travers la figure de Napoléon Bonaparte, passe aussi de la République à l'Empire. Alors il est intéressant, à l'heure où le président Trump, par exemple, instrumentalise la peur et les violences dont il est en partie responsable pour se maintenir au pouvoir, de comparer cette situation à ce que fait le sénateur Palpatine dans l'épisode 2. Rappelez-vous, dans la guerre des clones, Palpatine est à l'origine d'une guerre, en soutenant discrètement en sous-main les rebelles, et en créant finalement cette instabilité, il se fait attribuer par la République les pleins pouvoirs. Alors, je trouve ce passage assez intéressant. Il a été écrit dans le contexte de l'après 11 septembre 2001, où les États-Unis ont eu un tournant autoritaire avec le Patriot Act qui supprimait un grand nombre de libertés individuelles. Mais on voit que ça s'applique complètement à la situation des États-Unis de 2020 et ces émeutes interraciales que connaissent les États-Unis. Bon, après, autant j'avoue que j'ai été très séduit par ce que fait le sénateur Palpatine dans les premiers épisodes, autant son retour dans l'épisode 9 me semble complètement tiré par les cheveux. Enfin, tiré par les cheveux, il faut avouer que sous les traits de Dark Sidious, il ne lui en reste plus beaucoup des cheveux. Alors, du coup, ce qui m'interroge aussi, c'est que finalement, on a une absence de modèle politique véritablement novateur en science-fiction. La science-fiction est censée imaginer des futurs possibles, et il est bizarre finalement qu'à l'heure du voyage spatial, des hologrammes et du tout numérique, les scénaristes ne sont pas parvenus à penser à notre système politique que celui d'un système fonctionnant avec un régime autocratique où un seul bonhomme, et vous remarquerez c'est quasiment toujours un homme, par hasard, hein, conserve la totalité du pouvoir, finalement, comme on peut le retrouver dans les dictatures, dans les monarchies absolues, ou sous la 5e République. Alors, vous allez m'accuser là d'être un peu trop critique vis-à-vis de la 5e République. Lisez finalement ce qu'écrivait François Mitterrand dans le coup d'État permanent. Hein. J'appelle le régime gaulliste dictature parce que tout compte fait, c'est à cela qu'il ressemble le plus. Voilà, je trouve ça amusant que finalement, celui qui est associé le premier
la Ve République a une dictature, soit celui qui, pendant 14 ans, a quand même été président de la République sans rien en changer. Bon, mais force est de constater que finalement, si la science-fiction prétend se projeter dans le futur, en fait, la science-fiction prédit surtout le présent, en ne faisant qu'exagérer les phénomènes déjà à l'œuvre. Par exemple, une concentration du pouvoir de type autoritaire, comme on peut le voir là depuis quelques années dans un grand nombre de pays, ou encore, par exemple, le développement de l'urbanisme. Et effectivement, dans la très grande majorité des films de science-fiction, nous avons des villes tentaculaires avec des voitures volantes, comme si on n'avait pas été capable de penser une autre façon de vivre ou une autre façon de se déplacer. Alors, au contraire, selon moi, Star Trek offre l'avantage de proposer un autre modèle politique. Et son génie, selon moi, est de proposer une vision plutôt positive et progressiste de la conquête spatiale, dans un contexte quand même de guerre froide, rappelons-le, qui était plutôt anxiogène. En effet, il n'est pas tant question dans Star Trek de conquérir de nouveaux espaces, mis à part les méchants romuliens qui veulent tuer et dominer tout le monde. Mais sinon, pour ceux que l'on suit, c'est-à-dire Starfleet, eh bien on voit que l'objectif est plutôt d'explorer d'autres mondes. Et dans un contexte de guerre froide, il est intéressant de montrer travailler à côté finalement des Russes, des Japonais et des Américains qui collaborent en parfaite harmonie. Et d'ailleurs, c'est dans Star Trek que l'on retrouve ce qu'on appelle le premier baiser interracial, où nous avons la dame afro-américaine ici, qui embrasse un blanc. Nous sommes en 1968 et c'est la première fois qu'un blanc et une noire s'embrassent à la télévision. Finalement, quel dommage que cette franchise, qui comprend quand même 7 séries différentes, soit plus de 500 heures de visionnage si vous voulez tout reprendre du début, aboutissent à cette daube intersidérale qu'en a fait Amazon Prime avec Star Trek Picard. Voilà, pour l'avoir vu, ça ne vaut rien, franchement, gagnez du temps, ne le regardez pas. En même temps, avec un nom pareil, Picard, on ne pouvait pas s'attendre à quelque chose de fatal. Et sur cette blague, je vous laisse et nous allons tout de suite parler maintenant de l'espace et des extraterrestres. Après avoir réalisé un petit tour d'horizon de ce genre, on remarque qu'en règle générale, l'espace se conjugue très souvent avec la vie extraterrestre. Très souvent d'ailleurs, cette vie extraterrestre est représentée à l'image de la vie humaine. Des races ayant accès à la parole, qui sont bipèdes et qui sont capables d'agir de façon bonne ou mauvaise, selon notre code moral. Nous distinguerons ici 3 cas de figure. Ceux où les extraterrestres sont exclusivement animés de bonnes intentions, ceux où ils sont exclusivement animés de mauvaises intentions, et ceux où leur influence vis-à-vis des humains est plutôt ambivalente et où l'on retrouve des extraterrestres gentils mais aussi méchants. Alors la première catégorie, celle des extraterrestres gentils, est la plus sous-représentée. Alors attention, spoiler alerte concernant ceux qui n'ont pas vu le film Avatar. On peut penser par exemple dans Avatar qu'il y a une sorte d'idéalisation de gentils sauvages, d'une vie pure, que les humains vont corrompre en allant à leur contact et qui finalement n'est qu'un joli remake de Pocahontas. Ce film là présente vraiment clairement la menace du côté des humains et en particulier d'un système politico-économique des humains, c'est-à-dire l'ultralibéralisme, puisqu'il raconte comment une multinationale, la RDA, alors rien à voir avec l'Allemagne de l'Est, République démocratique allemande, non, ça n'a rien à voir, c'est juste qu'ils l'ont appelé la RDA parce qu'ils trouvaient ça rigolo, qui est finalement prête à commettre un génocide pour s'emparer des richesses de leur planète. Dans Avatar, c'est l'unobatanium, qui est un minerai précieux dont les humains ont extrêmement besoin. Et il est fréquent, effectivement, dans les œuvres de science-fiction, de trouver une planète qui est au cœur des convoitises parce qu'elle abrite un minerai ou alors quelque chose que les autres planètes ne peuvent pas produire. Je pense notamment à l'épice que l'on retrouve dans le roman Dune de Frank Herbert, qui est aussi au cœur des convoitises.
Alors dès lors, comment ne pas penser finalement à la destruction du Nouveau Monde opérée à partir du XVIe siècle par les conquistadors assoiffés d'or. On remplace l'or par l'humnotanium et finalement ce qu'on a au XVIe siècle dans le Nouveau Monde, on le retrouve dans Avatar où là finalement c'est l'espace qui fait figure de Nouveau Monde. Alors dans un registre maintenant beaucoup plus comique, on peut aussi penser à la soupe aux choux, qui présente là aussi les extraterrestres à travers la figure de Jacques Villeray, que vous voyez au centre, comme des êtres bienveillantes. Et là, la particularité, c'est que c'est un film de science-fiction dont toute l'intrigue se déroule sur Terre, hein, à part, attention spoiler alerte, les 5 dernières minutes qui se passent sur le vaisseau de Jacques Villeray, puisque finalement les deux amis, incarnés par Louis de Funès et Jean Carmé, quittent la Terre où ils n'ont plus de place pour rejoindre Jacques Villeray sur Oxo. Alors c'est intéressant parce que ce film, sous ses dehors comiques, est aussi une critique de notre système politique et économique, puisque, rappelons-nous, hein, c'est pour fuir la transformation de leur terrain en lotissement et en parc d'attractions que les deux héros et leur chat, n'oublions pas leur chat, décident de suivre les extraterrestres et de quitter la Terre. Donc là aussi, hein, on a un petit discours politique derrière, même si bon, ce film est quand même une grosse blague, une blague potache même, parce que je rappelle que les extraterrestres sont appelés sur Terre parce que les deux héros ont trop pété. Voilà, à cause de leur flatulence. Oui, oui, d'où le titre, la soupe aux choux. Hein. Ils ont cuisiné une soupe aux choux qui fait énormément péter, et du coup, en pétant, ça fait venir les extraterrestres qui sont très curieux de goûter aussi cette délicieuse soupe aux choux. Voilà. Très très particulier comme film La soupe aux choux, mais si vous aimez Jacques Villeray et Louis de Funès, c'est vraiment un film où ils sont, comme à leur habitude, géniaux. Alors, dans le registre des extraterrestres gentils, on peut aussi citer les films à destination de la jeunesse, comme E.T., par exemple, ou encore Planète 51, où là, l'aspect comique, c'est que finalement, les extraterrestres sont terrifiés par l'arrivée d'un humain qui les terrorise comme si, voilà, c'est une sorte de mise en abîme, plutôt que d'imaginer qu'est-ce qui se passerait sur Terre si un alien débarquait du jour au lendemain. Mais finalement, on a une planète qui fonctionne complètement à l'image de la Terre, et où là, c'est l'humain qui fait office d'alien, une sorte de retournement de situation qui est assez comique. Bon, et pour terminer donc sur ces extraterrestres gentils, comment ne pas parler de ceux qui pensent que les extraterrestres sont déjà venus sur Terre et qu'ils cherchent à nous guider vers un meilleur futur. C'est par exemple le cas de la secte fondée par Raël, que vous avez à gauche. En fait, il s'appelle Claude Vorilhon, mais il a décidé de se faire appeler Raël parce que pour un gourou, c'est quand même mieux. Et Raël affirme que les Elohim sont venus en soucoupe volante dans le Massif central. Et oui, le Massif central, the place to be. Voilà, les Elohim avec leur soucoupe, ils voulaient pas trop être vus, donc ils se sont dit, est-ce qu'on va à Paris, New York, Palavas-les-Flots? Non, on va aller dans le Massif central, ce sera plus pépinard. Et donc dans le Massif central, là, ils croisent Claude Vorilhon, qui se balade tout seul, et qu'ils embarquent sur leur soucoupe, voilà, pour un petit peu, finalement, lui transmettre le message. Et finalement, Raël affirme qu'à la suite de Bouddha, Moïse et Jésus sont demi-frères. Enfin, demi-frères, est-ce que c'est par la mère ou par le père? Ça, il ne précise pas. Et Mahomet, d'ailleurs, eh bien, il estime être le dernier prophète, Raël. Et qu'il est chargé de guider l'humanité. Donc, à cette occasion, il publie un livre, hein, le livre Qui dit la vérité. Ouais, c'est original comme titre. Et il fonde une secte qui lui permet quand même de beaucoup s'enrichir, parce qu'il demande à ses fidèles de lui donner beaucoup d'argent pour construire une ambassade pour accueillir les extraterrestres. Voilà. Et il faut savoir que depuis presque un demi-siècle que la secte est fondée, les travaux de l'ambassade, malgré les dons des fidèles, n'ont toujours pas commencé. D'après Raël, c'est lié à des problèmes administratifs, puisque le Canada, où il s'est réfugié, hein, puisque le Canada est quand même beaucoup plus souple au niveau des sectes que la France, Raël s'est réfugié au Canada, mais le Canada refuse d'offrir l'extraterritorialité aux extraterrestres, aux Elohim. Et donc du coup, les Elohim, ils attendent quand même que les formalités administratives soient remplies pour revenir. Voilà, ça semble comique, mais il faut savoir qu'il y a beaucoup de gens qui sont dans cette secte-là, qui leur prend leur argent. Une secte aussi qui a un rapport assez particulier à la sexualité.
bref, à l'ésotérisme, parce que vous voyez leur signe, une svastika, hein, donc une croix gammée, mais qui est aussi représentée en hindou, dans une étoile de David. Bon, je dois avouer qu'associer l'étoile de David et la croix gammée, comme blague, bon, on a vu, voilà, on en a vu plus subtil. Bon, d'après Raël, c'est pas une croix gammée, hein, c'est une svastika. Mais bon, voilà, bof, bof. Enfin, personnellement, voilà, je partage pas trop le délire de Raël, même si je trouve que chapeau, hein, chapeau parce que le gars, c'est quand même à la base un journaliste sportif du Massif Central. Voilà, le gars, il sait pas trop quoi faire de ses journées. Il fonde une secte et du coup, plutôt qu'être journaliste sportif sur les courses, il se fait payer des bolides pour faire des courses avec l'argent quand même de ses fidèles. Donc voilà, bien joué. Bien joué, bien joué. Et en plus, il y a pas mal de femmes qui ont une sexualité uniquement avec les prophètes. Voilà, c'est ce qui est dit dans la secte de Raël. Elles portent des petites plumes comme ça pour bien indiquer qu'elles ont une sexualité qu'avec les prophètes. Donc ça va être Jésus, Moïse, Mahomet et ben Raël du coup. Oui, ben surtout Raël, surtout j'imagine. Hein. Voilà, donc le gars, il a trouvé le moyen de coucher avec plein de femmes et de se faire plein d'argent en parlant de soucoupe volante. Mais quoi qu'il en soit, on peut dire que ça relève de la science-fiction. Alors maintenant viennent les intrigues où les extraterrestres sont à l'image des humains finalement, et ils ne sont pas déterminés à servir le bien ou le mal. Alors c'est le cas des séries Star Wars, Star Trek ou encore Stargate, qui nous présentent quand même une quarantaine de races extraterrestres différentes, dans un total de 214 épisodes. Alors, l'avantage finalement des deux premières séries, Stargate, explique le passage d'une planète à l'autre, non par des vaisseaux spatiaux où ça poserait des problèmes au niveau de la vitesse de la lumière, parce qu'on est obligé du coup de penser que les vaisseaux sont capables de se déplacer plus rapidement que la lumière, ce qui est quand même difficilement acceptable, mais il parle de portail, un portail qui est d'un monde directement sur un autre monde. Donc finalement, ça ne se passe pas sur l'espace, mais ça se passe directement sur des planètes, et ces portails, pour être là, c'est qu'ils auraient été construits préalablement par des humains. Donc ça explique comment on peut passer facilement d'une planète à l'autre, et ça explique aussi, ce que n'explique pas beaucoup d'œuvres de science-fiction, mais pourquoi à chaque fois, bizarrement, on tombe sur des planètes où l'air est respirable, la température convenable et la gravité compatible. C'est-à-dire qu'il y a tellement de critères pour qu'une planète soit librement habitable pour les humains, que finalement, cette idée de portail qui aurait été construit au préalable par des humains permet finalement de répondre à ces deux questions. Comment on peut aller sur ces planètes aussi vite et comment on peut y vivre sans matériel particulier. Voilà. Alors Star Wars, je le reconnais quand même à mérite, c'est qu'ils ne se sont pas limités à des formes humanoïdes. Petite spéciale dédicace à Jabba, cette espèce de gros vert qui fume la chicha. Star Wars a quand même fait l'effort de montrer pas mal de formes de vie intelligentes, non humanoïdes et ayant des modes de communication extrêmement divers, ce qui me semblerait crédible. S'il y a des formes de vie, elles ne seront probablement pas à l'image de la vie sur Terre. Elles seraient même, à mon avis, encore plus différentes que ce qu'on retrouve là sur cette illustration. Alors parlons maintenant de la catégorie la plus représentée, celle où les extraterrestres sont méchants. Alors, on peut penser à Mars Attack, le film de Tim Burton, où là, on est sur un registre humoristique, et finalement, les Martiens veulent nous exterminer. Alors, on a Independence Day, avec le grand Will Smith, où là, on est plutôt dans le registre de l'aventure, et du film de bataille, un film épique que j'adore. On a sinon la série de films Aliens, où là, on est plutôt sur le registre du film d'horreur. C'est d'ailleurs série de 6 films qui s'achève avec Prometheus, qui est quand même une sacrée daube. Voilà. Mais bon, Alien a quand même marqué l'imaginaire collectif en associant finalement la vie extraterrestre à une menace vitale pour l'humanité. Et puis après, vous avez les thrillers comme Battlestar Galactica, où là, vous avez les cyclones qui veulent exterminer l'humanité, des sortes de robots, et qui en plus sont des robots qui peuvent se déguiser en humains. Donc en plus, comme ça crée un petit peu d'angoisse. On peut penser qu'ils sont parmi nous, comme la jolie petite femme en rouge. Hein. Bon, en même temps, juste avoir sa tronche, on se doute que, bon, elle sort un petit peu du lot, là, la nénette. Hein. Mais c'est aussi intéressant, et on en parlera dans le prochain épisode consacré aux robots, comme quoi souvent les robots sont féminins et assez érotisés dans les créations récentes. Alors finalement, le point commun entre ces 4 œuvres,
Mars Attack, Independence Day, Alien ou Battlestar Galactica, c'est que là on présente vraiment les formes extraterrestres comme étant incompatibles avec la survie de l'humanité. C'est eux ou nous en quelque sorte. Et dans ce registre d'extraterrestres extrêmement méchants et des univers angoissants, laissez-moi parler de deux univers que j'adore parce qu'ils ont bercé mon adolescence, même si ce ne sont ni des romans ni des films. Il s'agit notamment du jeu de figurines Warhammer 40 000, où là vous avez diverses races. Alors là vous avez la garde impériale, les Space Marines, donc là c'est des sortes d'humains, même si c'est des humains un peu modifiés. Et puis les Necrons très méchants, les Tau, une civilisation technologiquement très avancée, mais qui n'hésite pas à tuer les humains s'il le faut. Les Eldar, des sortes d'elfes de l'espace, mais qui sont pas forcément très sympas. Les Orques qui sont des gros bourrins débiles, c'est normal, ce sont des Orques. Et les Tyrannides, là qui font penser un petit peu à ce qu'on retrouve dans Alien, c'est-à-dire des monstres qui fonctionnent avec un esprit de ruche, et qui détruisent tout sur leur passage. Il faut savoir que Warhammer 40 000, qui est censé du coup se passer au 41e millénaire, a été créé dès 1987. Et au-delà du jeu de figurines, on y retrouve maintenant de nombreux romans, même certains courts-métrages, qui prennent vie dans cet univers extrêmement riche. Et cet univers extrêmement riche qui est aussi source d'influence pour un jeu vidéo très célèbre, un jeu vidéo de stratégie développé par Blizzard et qui s'appelle StarCraft. StarCraft 1 et StarCraft 2. Alors dans StarCraft, il n'y a que trois races, les humains, appelés les Terrans, les Zergs, que l'on voit en dessous et qui sont selon moi très inspirés quand même des Tyrannides de Warhammer que vous avez au-dessus. Donc ça c'est pour les Zergs. Et les Protoss, une civilisation là aussi très avancée qui rappelle les Tau dans Warhammer 40 000. Donc on voit finalement qu'on peut imaginer ces extraterrestres soit comme des bestioles qui fonctionnent à l'image d'une fourmilière et qui vont détruire les planètes en dévorant toute forme de vie, ou imaginer les extraterrestres au contraire comme étant plus avancés technologiquement, et ça là on a l'image finalement des Protoss ou des Tau qui maîtriseraient la téléportation, qui maîtriseraient les drones et tout un tas de choses. Donc voilà, les formes de vie extraterrestres sont finalement extrêmement nombreuses et riches dans l'univers de la science-fiction, même si on peut regretter que souvent elles se limitent finalement à des formes humanoïdes. Et alors peut-être que cinématographiquement parlant, ça ne rendrait pas hyper bien d'imaginer d'autres formes de vie, mais au moins dans les romans, on pourrait imaginer des formes de vie extraterrestres beaucoup plus différentes finalement des formes de vie que l'on peut côtoyer nous sur Terre. Alors maintenant une dernière partie dans cette vidéo qui va s'intéresser finalement à la science-fiction réaliste. La science-fiction réaliste, le mot résonne un petit peu comme un oxymore. La science-fiction, c'est l'imaginaire, c'est le futur. Comment peut-on faire quelque chose de réaliste? Eh bien, comme on va le voir, beaucoup de réalisateurs ont essayé de coller au plus près finalement des découvertes actuelles pour nous donner une vision de l'espace qui soit la plus réaliste et la plus concrète possible. Alors on peut penser déjà au film Gravity. Alors dans Gravity, il n'est pas question de conquête spatiale, d'extraterrestres, mais d'un accident qui a lieu dans l'espace. Et c'est un très beau film, même si l'intrigue n'est pas extraordinairement riche, mais esthétiquement parlant, le film est beau et nous permet finalement de nous familiariser un petit peu avec ce qui se passe dans l'espace. Dans le même registre, vous avez Seul sur Mars, où dans ce film, finalement, Matt Damon doit arriver à survivre sur la planète rouge, seul, suite à une catastrophe finalement, qui l'oblige du coup à construire une base, à développer un système agricole. Voilà, là on n'a pas d'extraterrestres, on n'a pas non plus de choses tirées par les cheveux, mais concrètement, le réalisateur essaye de se questionner sur comment pourrait-on aujourd'hui survivre sur Mars. Alors ce réalisme, parfois il n'est pas dénué d'arrière-pensée et il est utilisé aussi pour critiquer un certain système politique ou économique. On en a déjà parlé, mais ça va être finalement ce qu'on retrouve là dans Ad Astra. C'est-à-dire que dans Ad Astra,
Vous avez Brad Pitt bon, qui veut retrouver son papa. Bon, le film est une daube, hein, donc je ne recommande pas du tout Ad Astra, mais juste à un moment, finalement, il fait escale sur la Lune. Donc déjà, il va sur la Lune grâce à une navette privée. On voit que la Lune a été finalement a été urbanisée, mais il y a des Starbucks, des fast-food, enfin, finalement, on retrouve à peu près tout ce que l'on verrait dans une mégapole terrestre, mais on retrouve ces choses-là dans la Lune avec les grandes enseignes qui ont aussi leur place et une sorte de Far West puisque il se fait attaquer sur la Lune par des pirates qui veulent s'emparer de lui. Enfin bon, c'est pas trop développé, mais en tout cas on a cette association finalement à ce que la conquête spatiale, comme on l'a vu au tout début de cette vidéo, aujourd'hui elle n'est peut-être plus trop le fait des États, mais elle peut être le fait des entreprises, et les entreprises ont des buts qui leur sont propres et qui ne sont pas forcément ceux des États et encore moins ceux des populations. Alors un film en revanche que moi j'ai beaucoup aimé, qui se veut là déjà un peu moins réaliste, c'est Passengers. Passengers, l'idée c'est que on a une navette qui doit quitter la Terre pour coloniser une autre planète, mais comme ce n'est pas faisable en une vie humaine, eh bien, les passagers sont cryogénisés, c'est-à-dire ils sont une sorte de congélateur. Sauf que là, pop, au milieu du voyage, le pauvre Chris Pratt se réveille. Donc il se retrouve tout seul comme ça au milieu d'un vaisseau. Et comme il s'ennuie, qu'est-ce qu'il fait? Il va réveiller à son tour Jennifer Lawrence, qui ne l'aurait pas fait. Hein. Elle est quand même, voilà. Quitte à réveiller quelqu'un, autant réveiller Jennifer Lawrence. Voilà. Mais c'est un beau film, une métaphore finalement sur l'amour, sur le fait de vieillir seul ou à deux. Donc ça se passe dans l'espace, mais finalement c'est vraiment c'est une sorte de romance amoureuse, mais qui est assez bien tournée à mon goût. Cette privatisation, on la retrouve aussi dans le roman d'Alain Damasio, La zone du dehors, où nous sommes sur une lune de Vénus, hein, si mon souvenir est bon, et où finalement on a une sorte de société très libérale, mais très autoritaire aussi, où on est soumis à une surveillance généralisée et où les libertés individuelles sont complètement bafouées. Donc là aussi, finalement, ce roman sert de critique. On situe finalement dans l'espace quelque chose qui pourrait se situer sur Terre, mais finalement cet exotisme de l'espace, c'est un petit peu comme l'œil neuf de Montesquieu dans les lettres persanes, c'est-à-dire que dans les lettres persanes, il critique la vie à Paris, mais sous l'œil soi-disant d'un Perse, et bien là on critique ce qui se passe sur Vénus, mais pour mieux faire écho finalement à la société contemporaine de l'auteur. Parce qu'Alain Damasio est quand même un auteur très engagé et probablement à ce jour le plus grand auteur francophone de science-fiction, mais j'y reviendrai dans la deuxième partie. Alors, il y a un film, selon moi mon préféré, mon petit chouchou, c'est Interstellar. Et ce film, il tue le game, comme on dit. Pourquoi ? Parce qu'il est à la cheval du réalisme et de la vie extraterrestre. Pourquoi? Alors attention, si vous ne l'avez pas vu, sautez ce passage-là, allez vite voir Interstellar et on en reparle sur cette vidéo une fois que vous aurez vu le film. Parce que ce film est un chef-d'œuvre. Alors dans les tricks, vous avez le personnage principal qui quitte la Terre parce que la vie sur Terre n'est plus faisable. Et il semble recevoir des messages d'une espèce de forme de vie extraterrestre. Notamment sa fille est persuadée qu'elle a un fantôme dans sa bibliothèque qui cherche à communiquer avec elle. Et au moment où il doit partir, le fantôme lui dit « Stay », soit disant « Reste ». Donc, qu'est-ce qui se passe quand un fantôme dit à votre fille qu'il faut que vous restiez? Eh bien, il part. Voilà, donc il part parce que, de toute façon, le seul moyen de sauver la planète, c'est de trouver une autre planète habitable. Alors, il faut savoir que Christopher Nolan, le réalisateur, cherche toujours finalement à être le plus réaliste possible dans ses films, même si parfois il va tirer très loin ses raisonnements, et là il va en faire des interprétations sur l'espace et le temps qui peuvent être critiquables, mais qui ont au moins le mérite d'être un peu travaillées. Je m'explique. Déjà, comment expliquer qu'on puisse aller sur des planètes habitables à l'échelle d'une vie humaine? Soit vous faites comme dans Stargate, des portails, soit vous inventez un mode de vitesse qui va plus vite que la vitesse de la lumière. Mais comme Christopher Nolan trouvait ces deux probabilités quand même assez peu réalistes, lui il propose les trous noirs.
que finalement un trou noir, c'est un petit peu comme si l'espace était une feuille et que le trou noir vous permet de plier cette feuille et de passer de l'autre côté et finalement de faire un bond, ce que une distance aurait pris des centaines d'années-lumière à vous faire faire. Bon, soit. Donc on va passer de l'autre côté finalement du trou noir. Là, ils sont à proximité de plusieurs planètes habitables. Et après s'être cassé la tête donc, sur l'espace, Christopher Nolan se casse la tête sur le temps. L'obsession de toute façon de Nolan, c'est le temps. On le voit dans Inception, on le voit dans Interstellar et encore plus dans son dernier film Tenet. Et donc là, le temps, il nous prouve, cinématographiquement parlant, quelque chose d'assez fabuleux et de dur à saisir, qui est que le temps dépend de la gravité. Oui, donc ça c'est l'équation d'Einstein sur la relativité du temps. Alors je ne demande pas de la comprendre parce que moi-même je ne la comprends pas, mais juste on reconnaît deux signes. Là on a la gravité, là on a le temps. Donc si vous changez la gravité, vous changez le temps. Alors comment il explique? Eh bien il y a une planète là où il y a... les héros pensent que c'est une montagne, et en fait c'est une montagne qui se rapproche d'eux parce que c'est une vague gigantesque. Pourquoi une vague aussi gigantesque? Eh bien la gravité étant très différente sur cette planète que sur Terre, eh bien elle crée une sorte d'immense vague qui fait le tour sans arrêt de cette planète et la rend donc inhabitable. Problème du coup, leur vaisseau est endommagé par cette vague, ils ont du mal à repartir, ils perdent du temps, et donc quand ils remontent ensuite dans le vaisseau, eh bien eux il s'est passé que quelques heures, mais leurs copains il les a attendus pendant plusieurs dizaines d'années. Donc c'est une scène très, très touchante, très forte, et qui permet finalement à Nolan de faire vivre, vraiment d'expliquer, mais au niveau sensible, cette relativité du temps. Alors il va encore plus loin dans cette relativité du temps, parce qu'à la fin finalement, le héros trouve une planète habitable et veut essayer de communiquer avec sa fille. Et là, il réalise que le fantôme qui disait à sa fille qu'il fallait qu'il reste, et bien son fantôme c'était lui. C'était lui qui, à travers la bibliothèque, finalement communiquait avec sa fille, parce que pour Nolan, le temps pourrait être remonté ou avancé, finalement, tout comme l'espace. Voilà. Tout comme on peut se déplacer dans l'espace, eh bien on pourrait se déplacer dans le temps. Le temps serait comme une dimension, du moins c'est ce qui, d'après Nolan, est possible dans un trou noir. Alors là aussi, ça fait référence à des travaux de physique quantique qui réfléchissent finalement à cette question du temps comme pouvant être altéré. Même si bon, la question du retour dans le temps à ce jour, il y a peu de scientifiques qui la pensent plausible et crédible. Mais voilà, Nolan en donne quelque chose finalement d'assez fort, où on a le héros qui se retrouve à être celui qui au tout début du film communique avec sa fille, et puis finalement il va finir par la retrouver, sa fille, sauf qu'elle va avoir 85 ans et qu'elle est sur le point de mourir. Et donc cette scène touchante où vous avez un père qui est plus jeune que sa fille. Et moi, voilà, ça m'a vraiment beaucoup ému. Et je trouve que c'est un film vraiment qui permet de toucher du doigt un certain nombre de questionnements par rapport au temps et par rapport à l'espace. Et qui, comme je le disais au tout début, tue le game parce qu'en quelque sorte, on part de ce film en se disant au début, tiens, il y a des extraterrestres, ils vont les rencontrer. Et en fait, ces extraterrestres en avance qui leur communiquent des choses, ce n'est d'autre qu'eux-mêmes dans le futur. Mais avec une temporalité évidemment différente. Alors, il faut savoir que Nolan il pousse le réalisme tellement loin que cette scène-là, dingue à la toute fin, il n'a pas utilisé d'effets spéciaux pour le faire. Il a reconstruit cette sorte de pseudo-fausse bibliothèque, d'où la photographie que je vous montre là. Voilà, il adore ne pas utiliser d'effets spéciaux alors que le gars il fait la science-fiction. Il faut savoir que dans Tenet, quand il explose le Boeing 747 dans le hangar, hein, il a vraiment explosé un avion pour tourner sa scène. Autant vous dire, si vous vous ratez sur la scène, vous êtes obligé de vous racheter un deuxième avion pour la retourner. Donc vaut mieux, je vous laisse imaginer la pression au moment où vous la tournez, quoi. Bon, après j'adore Christopher Nolan, hein, je trouve qu'il fait quand même de très bons films, mais faut avouer qu'il n'a pas une conscience environnementale très poussée, le gars, s'il est prêt à bousiller un avion juste pour faire un film. Donc, c'est terminé pour cet épisode consacré finalement à l'espace dans la science-fiction. Il y a été question de romans, de films,
de jeux vidéo. Ça montre à quel point finalement ce genre est vaste et s'est diffusé dans la culture populaire. On ne peut que regretter au final que ce genre soit quand même considéré aujourd'hui comme un sous-genre. Et je pense au chef-d'œuvre d'Alain Damasio, Les Furtifs, dont il sera question dans le prochain épisode, où beaucoup de commentateurs disent non mais ce roman c'est plus que de la SF. Sous-entendant que finalement, si c'est de la littérature, si c'est intelligent, si ça nous fait réfléchir, si ça nous remue, c'est que ça ne peut pas être que de la SF, parce que la SF, elle est là que pour nous distraire. Eh bien, moi, je dis non. La SF, certes, sert à nous distraire, mais la science-fiction est aussi là pour nous instruire, pour nous interroger sur notre modèle politique, sur notre façon de vivre. Et c'est pour cette raison que le prochain épisode s'intéressera aux robots, parce qu'au-delà de leur aspect comique de super machine, les robots, finalement, permettent d'interroger le libre arbitre. Parce que qu'est-ce qu'un robot si ce n'est un être qui est justement dénué de libre arbitre parce que toutes ses réactions sont paramétrées à l'avance. Et donc finalement la figure du robot, elle est utile parce qu'elle nous permet, nous, de nous questionner sur l'usage que l'on fait de notre libre arbitre. Et on terminera aussi ce hors-sujet consacré à la science-fiction en parlant des robots et puis d'une science-fiction qui est en train d'émerger, qui se veut plus positive, plus optimiste et qui, plutôt que de proposer un humain transformé, amélioré, avec plein de machines, etc., propose au contraire de nous reconnecter au vivant. Et ça, c'est la grande métaphore du roman Les Furtifs de Damasio, où finalement Damasio nous invite à nous déconnecter et pense qu'au contraire, le futur, il se situe dans les interactions des humains entre eux, des interactions concrètes, réelles, en face à face, et aussi dans les interactions de l'humain avec le vivant, avec le minéral. Et donc une ode à la nature, mais en ce que la nature finalement nous permet de mieux nous réapproprier notre propre corps, notre puissance, c'est-à-dire notre capacité à faire les choses par nous-mêmes. Et là aussi, on voit que finalement, eh bien, la science-fiction, elle a un rôle politique et social très important parce qu'elle nous permet de nous interroger sur le présent. On regarde le futur, mais parce que le futur nous permet de nous interroger sur le présent, tout comme finalement, souvent, on se réfère à l'histoire et au passé pour aussi là interroger le présent. Pour mieux voir ce que l'on a sous les yeux, il est parfois utile de jeter un coup d'œil de côté.